Bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais effectivement vous présenter quelques éléments, quelques paradigmes sur l'exercice d'un praticien en hôpital public. Alors, dans la continuité des différentes interventions, somme toute, plusieurs fois, on a d'ores et déjà évoqué les éléments qui caractérisaient l'exercice à l'hôpital. Je voudrais d'ores et déjà tracer quelques éléments. D'abord, effectivement, dans l'exercice public, il peut y avoir une pluralité de statuts. Ça peut être important, on l'a évoqué, parce que le fait d'être dans un exercice mixte, c'est possible, d'être un peu à l'hôpital tout en continuant à travailler dans le secteur privé, ou d'être mono-appartenant au sens praticien hospitalier, ou d'être hospitalo-universitaire. Moi, c'est pas tout à fait la même chose en exercice dans une structure publique. C'est un exercice, on l'a évoqué, qui ferait de vous, je me projette sur le fait que certains d'entre vous seront dans ce schéma, des salariés. Vous n'êtes pas des fonctionnaires, sauf ceux d'entre vous qui seraient des hospitalo-universitaires, mais on va dire effectivement, via le régime de l'agent public, c'est un exercice de salarié avec un certain nombre, je dirais, d'éléments relativement structurants. Ceux d'entre vous qui, vous le vivez d'ores et déjà dans le cadre de votre formation, l'hôpital public, j'en dirai quelques mots, c'est un hôpital public qui est en forte évolution. Sur la partie chirurgie, on l'a dit, la majorité de l'activité est aujourd'hui assurée dans le secteur privé. M. Coudreau l'a évoqué, qu'il s'agisse de l'activité, je dirais, en conventionnel ou bien de l'activité en chirurgie ambulatoire. Pour autant, l'hôpital public, peut-être un peu plus tard que le privé, essaye, je dirais, c'est pas qu'il essaye, mais c'est qu'il doit aujourd'hui, il a une pression relativement forte, parce que c'est un des éléments qui a été cité à travers les différentes orientations nationales, le virage ambulatoire, qui est une des préconisations fortes du ministère de la Santé aujourd'hui, il percute aussi fortement les structures publiques, et je me permettrai avec vous de réouvrir aussi la problématique de la couverture des structures au niveau, je dirais, du territoire, parce qu'à l'évidence, les modalités d'exercice d'un praticien ne sont pas du tout les mêmes selon le type de structure dans lequel il intervient. Je souhaiterais aussi évoquer avec vous l'idée, et je conclurai sur ce schéma, sur le fait que les jeunes professionnels que vous représentez, il y a une place importante et une place que les structures s'attachent, je dirais, à faire évoluer. Avant, d'une certaine manière, je pourrais, en caricaturant, dire effectivement que vous preniez la place d'un autre praticien. Et celui qui arrivait à 35 ans, 30 ans après, partait potentiellement, je dirais, faisait valoir ses droits à la retraite. On voit très clairement aujourd'hui que pour les structures publiques, il y a des enjeux extrêmement importants d'attractivité du personnel, des jeunes professionnels que vous représentez, et aussi de fidélisation. Voilà, fidélisation parce que il y a des ruptures professionnelles qui font qu'à 10 ans, à 15 ans, je dirais, un certain nombre d'entre vous, je dirais, de chirurgiens qui peuvent faire le choix, parfois par lassitude, parfois par le sentiment, je dirais, de non-reconnaissance au niveau d'une institution. C'est un enjeu très fort, je dirais, pour les directions d'établissements publics que je représente, je dirais, d'accompagner et, je dirais, d'ouvrir des réflexions sur les praticiens que vous êtes. Alors, je passerai très vite parce que je crois que cet après-midi, le professeur Richard intervient sur le sujet des différents statuts, mais simplement pour vous redire qu'à l'hôpital, il y a objectivement une pluralité de statuts. Alors, si je pars sur la colonne de gauche, les carrières hospitalo-universitaires, je pense que là, vous y avez été récemment pour la plupart d'entre vous. Je les ai peu ou prou présentées par ordre, on va dire, croissant d'avancée. Elles sont importantes. Je dirais, elles sont importantes avec leurs exigences parfois délicates à regrouper. Je me situe dans le dernière ligne. Un professeur d'université praticien hospitalier, pour peu qu'il soit chef d'équipe, chef de service, chef de pôle, responsable d'unité de recherche, c'est objectivement beaucoup de compétences attendues de la part sur une même personne. Être un brillant opérateur, être à l'avance sur des techniques chirurgicales, mais être aussi en capacité dans la négociation régulière, directe, avec sa direction, son environnement paramédical, c'est un exercice qui, je dirais, est chargé, et c'est un exercice sur lequel je pense aujourd'hui, il n'y a pas nécessairement, encore que la journée d'aujourd'hui montre justement des évolutions, toujours de préparation d'informations sur ce que recouvre une compétence ou un profil managérial dans une structure. Parce que, évidemment, il y a une fonction de chef d'équipe. Les carrières hospitalières, je dirais, j'ai pas été exhaustif, il y en a d'autres, mais je pense que là, je me situe davantage dans la durée. Le praticien attaché, on y a fait référence, souvent peut se caractériser pour vous sur le fait d'exercer
sur des durées relativement courtes, des demi-journées, des journées, parfois pour venir rejoindre ou pour apporter à certains moments une compétence particulière à l'équipe. C'est objectivement le statut de praticien attaché à peu près le plus bas de ce qu'on puisse faire aujourd'hui sur la rémunération. Voilà. Donc c'est vraiment un point d'entrée possible, ça donne une assise à l'hôpital, ce n'est pas du tout un élément attractif et c'est même plutôt répulsif, je dirais, en termes de conditions de rémunération. L'assistanat hospitalier, je le situerai presque dans le pendant des fonctions de chef de clinique parce que certains d'entre vous peuvent passer par cela dans un exercice de post-internat. Ça peut l'être encore un peu plus demain, encore que tout n'est pas complètement stabilisé sur la réforme du post-internat, mais c'est donc ce temps d'apprentissage, ce temps d'aguerrissement que les structures publiques peuvent permettre avant que le praticien choisisse soit de confirmer dans le public, soit de basculer vers le privé. Praticien hospitalier, je basculerai après, et simplement un mot sur le statut de clinicien, qui est peut-être pas nécessairement quelque chose de très connu. Le statut de clinicien, il a été mis en place en 2009. On a évoqué tout à l'heure une loi importante, c'était la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire. Madame Bachelot était ministre de la Santé. Il est un outil utilisé de façon un peu importante par certains établissements, notamment des centres hospitaliers, un peu moins dans les CHU, mais dans les centres hospitaliers, pour, je dirais, faciliter l'installation d'un certain nombre de praticiens, notamment dans le domaine chirurgical. En 2 mots, c'est un statut à séquence courte. C'est au plus 6 années. Un contrat de 3 ans qui est renouvelable au maximum une 2e fois. Il offre la possibilité, je dirais, d'avoir un niveau de rémunération qui va être assez nettement au-dessus de l'exercice du praticien hospitalier, parce qu'au final, au maximum, ça peut être la fin de la grille de praticien hospitalier majoré de 65% sur la base d'un accord sur des objectifs qui ont été fixés. Il a parfois été utilisé par des centres hospitaliers parce que, j'y viendrai après, les conditions d'installation et de rémunération pour les jeunes professionnels, objectivement, c'est pas ça qui fait la force de l'hôpital. Voilà, parce que les échelons en début de carrière, ils sont réglementairement bas et sauf à rentrer dans des logiques d'ajustement avec la réglementation qui finissent toujours mal à l'hôpital parce que l'hôpital, comme les autres structures privées, mais a des contrôles et a notamment un contrôle de la part du trésorier et de la Chambre régionale des comptes, et ces choses-là finissent par se voir et ces choses-là finissent par devoir être corrigées. Eh bien, le dispositif, il est parfois utilisé par certains centres hospitaliers, notamment sur la partie chirurgicale, parce que ça peut être un temps de transition avant que la réputation ou l'attractivité du jeune professionnel lui permette d'enchaîner après sur une activité libérale. Voilà, je vais juste évoquer ce point, ce n'est pas une carrière complète qu'on peut faire en termes de clinicien hospitalier, mais ce sont des situations que vous, concernés par une installation dans des centres hospitaliers auxquels vous pourrez être confrontés parce que certains centres hospitaliers font ce choix, je dirais, pour favoriser l'investissement des jeunes professionnels. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, ce régime de salarié, qu'est-ce qu'il représente pour vous? D'une certaine manière, c'est clairement que vous avez un salaire, vous n'avez pas de rémunération sur les honoraires. C'est un statut d'agent public en ça que ce statut d'agent public, il est défini de façon parfois jugée trop précise par des textes. Ce sont des décrets pour les praticiens hospitaliers ou pour les hôpitaux universitaires. Ce qui est mis dans le décret s'applique, ce qui n'est pas mis dans le décret a du mal à s'appliquer. Et qui dit décret dit réflexion nationale et objectivement ce n'est pas souple. C'est la même chose pour un médecin d'information médicale que pour un chirurgien, que pour un anesthésiste et que pour toutes les disciplines. Donc on a une logique assez uniforme. C'est un corpus, donc comme je vous le dis, en termes de conditions d'exercice, qui n'est pas très souple. Si on raisonne, je l'évoquerai tout à l'heure sur le temps médical des praticiens salariés à l'hôpital, il est défini par décret. Il n'y a pas aujourd'hui à l'hôpital possibilité d'avoir des accords locaux. Alors, peu importe le terme qu'on met sur accords locaux, peu importe l'idée que qui négocie un accord local, en tout cas, ce n'est pas permis. Donc, on est avec un dispositif un peu pénalisant en termes de réactivité et de souplesse. C'est un exercice en équipe, on l'a évoqué tout à l'heure, et je vais vous le présenter après. C'est une carrière qui est aussi par ailleurs relativement linéaire. Pour rentrer sur la problématique des praticiens hospitaliers que j'ai abordé tout à l'heure, c'est une gestion, M. de Carvazeux l'a évoqué, qui est assurée au niveau national. C'est pas, d'une certaine manière, l'hôpital vous choisit, mais ce n'est pas l'hôpital qui vous recrute. C'est le Centre national de gestion qui assure cela pour le compte du ministère de la Santé. C'est lui qui organise le concours, c'est lui qui gère votre carrière, c'est lui qui intervient s'il faut vous muter, c'est lui qui intervient si de temps plein vous devez devenir temps partiel, et c'est lui qui potentiellement est susceptible d'intervenir pour ce qui est discipline. Un chef d'établissement local n'a pas de pouvoir de discipline sur un praticien.
Ce Coudreau évoquait tout à l'heure le fait que dans une clinique, quand quelqu'un dysfonctionne, assez rapidement, il n'est plus là. Objectivement, à l'hôpital, parfois, quelqu'un qui peut tout autant dysfonctionner, le dispositif relativement pesant nous amène dans une inertie, dans des délais, et à force peut-être que celui qui dysfonctionne va rester un peu plus longtemps à l'hôpital. C'est moi qui dis malheureusement. Une évolution non négligeable, vous le voyez en termes d'impact, 2004-2014, c'est notamment l'effet de la réglementation concernant la réduction du temps de travail. Ça a été une augmentation réellement significative de plus de 10 000 du nombre de praticiens hospitaliers en fonction dans les centres hospitaliers, CH et CHU. C'est un corps qui regroupe majoritairement des praticiens hospitaliers temps plein, vous le voyez, il y en a 38 000 à peu près, contre un peu moins de 5 000 praticiens hospitaliers temps partiel. Vous les connaissez, il y a 2 concours, le type 1, le type 2, c'est le même selon que l'on veut être PH temps plein ou PH temps partiel. Tout le monde ne le réussit pas, vous le voyez, il y en a 20% des candidats qui ne le réussissent pas, d'une certaine manière, et on peut relever que dans l'exercice PH, les chirurgiens sont minoritaires. Ceux qui ont réussi le concours en 2013, enfin ceux qui sont présentés en l'occurrence, il n'y avait que 15,3% de candidats chirurgiens. Les disciplines médicales étant, je dirais, la composante la plus importante de l'exercice PH. Excusez-moi. Quand je vous disais rémunération réglementaire, c'est parce que c'est ça la carrière d'un praticien hospitalier. Vous commencez à un échelon qui est basé sur votre exercice, enfin la durée de votre exercice seniorisé, et au moment où le Centre national de gestion va, après une proposition locale, vous nommer par un arrêté, vous allez arriver à un échelon. Et après, vous allez progresser de façon absolument linéaire selon la durée des échelons. Donc, tous les 2 ans, d'une certaine manière, il y a une progression, mais il n'y a que cette progression. Il n'y a pas d'impact en termes de part variable d'activité, d'une certaine manière, cela n'existe pas. Il y a des primes, il y a des indemnités, vous en voyez quelques-unes, ce n'est pas exhaustif, qui peuvent se rajouter, certaines, je dirais, ne se combinent pas, mais voilà, le corpus de la rémunération, il est fixé pour qu'un praticien à Brest soit rémunéré de la même manière qu'un praticien à Marseille, et quelques disciplines que ce soit. Je passe vite sur la question des gardes et astreintes qui a été récemment modifiée. Un élément sur l'hôpital. L'hôpital, les hôpitaux, d'une certaine manière, ont été, objectivement, ces dernières années, beaucoup animés par des grands débats sur la gouvernance. C'est quoi le mode de gouvernance à l'hôpital ? Au début des années 2000, c'était en 2003-2004, perception était que les médecins n'étaient pas assez associés à la décision, au choix qui était ceux de l'hôpital, au sens que un directeur, en l'occurrence un administratif, gestionnaire, était en responsabilité sans l'application du corps médical. Donc il y a eu beaucoup de discussions qui ont rythmé 2003, 2005, 2009, la loi de modernisation du système de santé qui termine son examen aujourd'hui au Parlement devrait peu bouger sur ce point, mais il y a eu beaucoup d'ajustements. Ça se traduit par de quelle manière aujourd'hui ? Il y a un conseil de surveillance, souvent présidé par le maire, ce n'est pas systématique, mais le maire, je dirais, de l'environnement, ou lorsqu'on est, alors ça ne vous concerne pas, mais dans l'environnement psychiatrique, ça peut être davantage le président du conseil général, va présider le conseil de surveillance qui est un espace de discussion, ce n'est pas tout à fait un espace de décision objectivement. Ce n'est pas le conseil de surveillance à la mode des structures privées. Il va discuter stratégie, il va être informé de ce qui se passe à la fin de l'année sur l'exercice financier, mais ce n'est pas nécessairement là qu'est le pouvoir. Un maire m'entendrait, il serait très déçu, voilà, mais objectivement, le pouvoir quotidien n'est pas là. Vous avez un directoire qui existe depuis 2009, qui est à majorité médicale, avec un directeur qui le préside et un président de CME qui en est le vice-président. Cette structure, elle a plus de poids, elle est vraiment le reflet en local de la plus ou moins bonne qualité des relations entre une équipe de direction et le corps médical. Le schéma est ainsi fait que les décisions sont censées être consensuelles. Alors pour être consensuel, encore faut-il se connaître, encore faut-il se respecter, encore faut-il être en capacité d'abord de travailler ensemble les dossiers et de comprendre que l'un peut dire oui, que l'autre va dire non à un certain moment, mais qu'il y ait vraiment une réalité de discussion. L'idée, en tout cas depuis 2009, c'est que les principales orientations, que la réflexion par exemple sur l'organisation interne, sur un projet médical, se fait dans une instance à majorité médicale. Le directeur n'est jamais un médecin à l'hôpital. Voilà, c'est un gestionnaire de formation administrative, nommé un petit peu comme pour les PH via le Centre national de gestion ou dans les CHU par un décret au Conseil des ministres. Ça sera évidemment une singularité par rapport à l'exercice en clinique.
Encore que les cliniques, aujourd'hui, ont aussi beaucoup de gestionnaires en responsabilité directe, mais ça ne sera jamais un médecin. Le président de CME est l'autorité qui représente, enfin l'autorité, le représentant du corps médical. C'est une instance élue. C'est un élément important. Tous les 4 ans, il est susceptible de remettre une fois son mandat, parce qu'on peut faire 8 années, je dirais, de mandat consécutif. Il a la légitimité de son élection. C'est quelque chose d'important, parce que ce n'est pas, je dirais, un dispositif choisi ni par donc, le CNG que j'ai pu citer ou bien le directeur. C'est une autorité importante. La CME, je pense que dans vos établissements, vous êtes peut-être en processus de renouvellement des commissions médicales d'établissement et un espace de discussion. Alors il y a eu beaucoup de débats pour savoir récemment si est-ce que la CME avait la place qu'elle devait avoir dans la vie d'un établissement. Depuis 2009, la CME n'est pas nécessairement, a vu ses compétences un petit peu réajustées. De façon, formelle, elle a été positionnée comme la garante de la qualité et notamment sur toute la thématique qualité. Mais par exemple, elle a perdu la possibilité de se prononcer, de donner un avis sur ce qu'est le budget. Voilà. Donc on a eu un changement de règle, d'une certaine manière, qui a pu bouger, il y a un changement de règle, mais il y a encore réalité, il y a un espace de discussion, je dirais, une place pour l'expression du point de vue du corps médical. Qu'est-ce qu'est l'autorité médicale à l'hôpital? Aujourd'hui, d'une certaine manière, à travers les évolutions récentes sur la gouvernance, cette autorité médicale, elle singularise avant tout par le chef de pôle. Il y a la notion d'équipe, de chef de service, ça a été cité tout à l'heure, le chef de service dans une discipline, c'est lui qui va gérer beaucoup de choses, notamment toute la sinistralité qu'on a évoquée. Mais dans, je dirais, l'évolution de la réglementation récemment, 2009, c'est reconfigurer une nouvelle entité, le pôle d'activité médicale qui, au-dessus des services, devenait l'autorité avec, à la fois quelques éléments de délégation de la direction, mais surtout l'autorité fonctionnelle sur l'organisation de ce qui était à l'intérieur du pôle. La vie a été contrastée dans les établissements, il y a des pôles qui sont bien mis en place. On a récemment fait à Lyon une évaluation par les différents praticiens de quel bilan tire des pôles. Un peu ou prou, c'est la moitié trouve que c'est bien, l'autre moitié disent que ça n'a rien apporté. Ce qui n'est pas inintéressant, c'est de voir que les plus jeunes, se satisfont de la nouvelle organisation en pôle. Voilà. En tendance, dans le 50-50, on a 75% de mécontents chez les plus anciens et on a 75% de plutôt satisfaits chez les plus jeunes. Les services existent toujours, avec parfois un terme horrible qui est la notion de structure interne, au sens de le chef de service qui n'a plus de base aujourd'hui, qui n'est plus identifié comme tel dans le code de la santé publique, il a parfois le joli nom de responsable de structure interne. C'est effroyable, voilà, en termes d'affichage, et fort heureusement, la plupart des établissements ont gardé la notion de service, ont continué à faire vivre la notion de service parce que c'est l'entité, c'est une réalité et il y a un besoin de lisibilité qui doit demeurer. Quelques éléments sur c'est quoi le quotidien et c'est quoi l'exercice d'un praticien à l'hôpital public. Évidemment, la pression elle est forte à travers le financement. On l'a dit tout à l'heure, le budget aujourd'hui des hôpitaux, on est sorti de ces systèmes historiques qui étaient soit le prix de journée, soit la dotation globale. Maintenant, le budget d'un hôpital, c'est peu ou prou l'activité qu'il va générer. Je mets à part des éléments très différents qui ne vous concernent pas parce qu'il y a encore des systèmes de dotation sur des missions d'intérêt général, le SAMU, sur des modes de financement particuliers comme la psychiatrie, mais en chirurgie, c'est la réalité, le dynamisme de son activité qui fera que l'hôpital aura ou non, un budget en croissance. L'élément fondamental sur la T2A, pour le dire très vite, vous l'avez peut-être vu dans d'autres situations, c'est que pour un hôpital, c'est important de développer son activité, mais c'est surtout fondamental de la développer plus vite que les voisins. On est dans un système, d'une certaine manière, fermé. L'enjeu n'est pas de faire plus 1%. Si les autres font plus 2%, vos ressources vont baisser en tendance. Donc il faut toujours avoir un dynamisme qui vous situe au-delà de la moyenne. Alors après, on peut dire que c'est peut-être une course à vaine, à l'échalote, sur laquelle tout le monde est en train de s'épuiser. Dans les modalités de financement actuelles, le refuser, c'est se condamner. Un élément important, on l'a aussi, ça, par contre, c'est un élément assez structurant sans doute de la prochaine loi de modernisation du système de santé, c'est l'ouverture sur l'organisation territoriale.
À court terme, dans des configurations différentes selon les régions, vous allez avoir des regroupements d'établissements qui vont prendre le nom de groupe hospitalier de territoire. Ça va impliquer à terme, je dirais potentiellement, des ajustements dans la distribution des activités entre les établissements. Et pour les praticiens, un peu plus qu'aujourd'hui encore, peut-être des modalités d'exercice multisites. Pour revenir sur l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, un praticien hospitalier qui est nommé à Château-Chinon ou je vais revenir dans ma région, ce sera plus simple, qui est nommé à Bourg-en-Bresse, c'est lui qui va décider s'il va un jour travailler à Lyon. Voilà. Ni le directeur de Bourg-en-Bresse, ni le directeur des hospices civils de Lyon ne peuvent faire que si on ferme une activité à Bourg-en-Bresse, le praticien vienne à Lyon. Voilà. Donc ça, c'est des éléments qui sont aussi des éléments de pesanteur et qu'il va falloir accompagner dans ce projet d'évolution. Un élément qu'on a évoqué un peu tout à l'heure sur la problématique de la qualité de gestion des risques, c'est une actualité, alors qui n'est pas propre à l'hôpital public, simplement vous dire que vous, en tant que futur praticien, vous aurez des rôles clés en la matière, parce qu'on est heureusement sorti des premières certifications qui étaient, on va dire, très procédurales et sur des évaluations vraiment désincarnées, sur des analyses vraiment en proximité du patient, avec des schémas cliniques, et là, les praticiens ont un rôle fondamental en la matière. Très vite, les établissements publics, ils sont variés. Ils sont variés dans le privé, évidemment, selon la taille, selon leur statut. Ils sont variés, mais ils vont eux aussi continuer à évoluer. On a évoqué tout à l'heure, il y a un peu plus de 600 établissements, si on ne compte pas les maisons de retraite, il y a à peu près une trentaine de CHU. Il n'y a pas 630 plateaux techniques. Voilà. Le nombre de plateaux techniques va évoluer à l'évidence. Il y a des ressources médicales, on l'a cité, plus peut-être que les problématiques financières qui vont jouer. La pression, je dirais, de la régulation sanitaire, elle va finir par être aussi la logique de la démographie médicale ou la capacité des établissements, comme on l'a vu tout à l'heure, à supporter qu'un bloc ne fonctionne à moitié, soit parce qu'il n'y a pas nécessairement la variété de l'équipe, soit parce qu'il n'y a pas la réalité du recrutement. Il y a eu des évolutions, il y en a eu objectivement beaucoup plus dans le privé que dans le public, mais le public va aussi être très concerné à court terme par l'évolution des plateaux techniques. L'exercice, il est évidemment très varié selon les structures. Quand vous êtes en CHU, vous pouvez être dans un exercice très spécialisé. Quand vous êtes en CH, a priori, vous avez une dominante plus générale. On peut y trouver son compte dans l'un ou dans l'autre. C'est évidemment un choix relativement, avant tout, personnel. On l'a évoqué aussi, l'attention de certaines disciplines, elle est parfois hétérogène, elle est parfois crispante pour certaines disciplines. On peut se retrouver avec une équipe chirurgicale de qualité, structurée, étoffée, et une activité qui va être perturbée par la problématique d'une ressource anesthésique sur lequel, je dirais, même en tentant parfois de payer relativement cher et sans doute trop cher, les établissements publics peuvent être en difficulté pour maintenir les activités. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'hôpital pour l'intéressement? Objectivement, il ne se passe pas grand-chose. Il y a très peu de perspectives d'ouverture sur un intéressement individuel. Clairement, il y a une forme de chape de plomb de la part de des organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers. Le statut doit être unique, indivisible, et on n'est pas censé rentrer dans une logique d'intéressement individuel. Il y a vraiment très très peu de perspectives d'ouverture sur le sujet. L'ouverture sur l'intéressement collectif, elle existe de façon plutôt variable, hétérogène et objectivement pas à la hauteur, je dirais, de sans doute ce que les acteurs en attendent. C'est parfois intégré dans une logique de contrat de pôle où, je dirais, on valorise celui qui a répondu à certains indicateurs, celui qui a peut-être eu son activité la plus forte. Souvent, ce sont des crédits qui ne sont pas reconductibles, donc c'est souvent perçu comme relativement insuffisant. Par contre, de plus en plus, en l'occurrence, les établissements, pour les problématiques que j'ai pu vous citer, ils accentuent les logiques de redistribution interservices. S'il y a 5 PH, 5 postes de PH dans un service, de moins en moins ces postes de PH sont acquis à l'infini. Ils sont à chaque départ potentiellement redistribuables, ce qui est un élément, ce n'est pas le seul, de redistribution. Et les établissements, par ailleurs, les gestionnaires d'établissements ont appris à compter, comme les autres, et parfois il vaut mieux miser il est complètement plausible et compréhensible de miser 1 euro si jamais on considère qu'on va en récupérer 2 à travers de recettes. Ça, c'est quand même objectivement une logique propre à chacun des établissements. Ce qui va changer aussi, je pense, pour vous, par rapport à vos aînés, c'est que de plus en plus, vous allez avoir une logique les termes de benchmarking, d'efficience, vous les aurez au quotidien.
vous aurez des éléments d'activité, vous aurez des discussions avec vos responsables, avec vos gestionnaires sur le dynamisme ou non de vos activités, sur la comparaison avec les autres structures et sur cette idée que ce qui existe n'est pas nécessairement acquis, qu'il est parfois normal de faire évoluer nos organisations. Je crois que c'est cet après-midi également qu'on évoquera et que sera évoquée l'activité libérale. C'est objectivement un élément qui peut être incitatif dans un exercice en particulier chirurgical. Ça ne va pas toujours de soi, c'est aussi parfois très variable selon la culture des établissements. Il y a des établissements qui la favorisent, il y a des établissements qui mettent plutôt des bâtons dans les roues. C'est un élément qui, objectivement, dans la durée, peut et je pense doit être intégré à une haute valeur parce que c'est quelque chose dans l'exercice chirurgical qui est comme clairement un élément d'incitation. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible, on est aujourd'hui sur d'autres réflexions sur ce qu'est l'organisation médicale, le temps médical. Le temps médical aujourd'hui, on n'arrête pas de changer et on n'arrête pas de régresser par rapport au temps que les praticiens passent dans les établissements. Pourquoi ? Parce que il y a eu l'intégration des gardes dans le temps de travail. Quand je dis régresser, c'est pas nécessairement dit de façon péjorative. Hein. Voilà. Mais en tout cas, jusqu'en 2003, quand vous étiez de garde à l'hôpital, ce temps-là, il vous était indemnisé, mais il n'était pas pris en compte. Après, il y a eu les RTT. Après, il y a eu c'était en fin d'année 2013, la réforme sur les astreintes. Et en 2014 et en 2015, on a vu sortir deux nouveaux textes concernant le temps de travail des médecins urgentistes, à voir s'il va se décliner par rapport aux autres disciplines. Et cette référence horaire, vous l'avez perçu, c'est 39 heures de temps clinique posté. 39 heures hebdomadaires. 39 heures hebdomadaires, c'est assez peu, je pense, par rapport à la moyenne qui peut être celle, je dirais, d'un praticien en structure privée, pour prendre cet exemple. Or, je dirais, les règles de financement, elles sont, pas complètement identiques, mais elles sont quand même un peu les mêmes. Si pour il faut 2 chirurgiens à l'hôpital public pour faire l'investissement d'un chirurgien en hôpital privé, l'hôpital public, il aura du mal à se dynamiser. Voilà, il aura du mal à avoir un niveau d'activité qui va lui permettre d'être compétitif, parce que c'est une compétition d'une certaine manière sur le sujet. On ne progresse, quand je dis on ne progresse pas, c'est le regard du directeur des affaires médicales. On rigidifie un peu nos organisations et dans la relation qui est, je dirais, avec les médecins, je suis obligé de dire qu'on a une relation assez singulière. Le médecin est un salarié, je vous l'ai dit, mais les médecins que vous êtes, vous n'appréciez pas nécessairement beaucoup qu'une direction vous demande, je dirais, des comptes par rapport au congé. Alors si on le fait, c'est pas nécessairement par plaisir, mais c'est qu'il y a aujourd'hui l'enjeu de l'organisation médicale, de savoir comment se distribue une équipe médicale, ça devient fondamental. Ça devient fondamental parce que d'abord, ça va embarquer d'autres acteurs, d'autres disciplines, d'autres catégories, et il y a une vraie utilité, nécessité à intégrer ensemble, et gestionnaire et corps médical, vous représentez les ressources d'une certaine manière de l'établissement, qu'on trouve ensemble un motus, je dirais, vivendi sur la manière de travailler de façon probante. Si on peut éviter de compter nos heures à chaque fois, c'est un peu mieux, vous serez des cadres supérieurs, tous les cadres supérieurs ne sont pas payés en heures supplémentaires à 48 heures. Voilà. Il y a aussi cette notion quand même qu'il faut, je pense, intégrer. Alors, quelques éléments sur l'attractivité médicale. Aujourd'hui, je vous le disais, l'enjeu, c'est, pour les établissements, attirer les jeunes professionnels. Il y a des éléments de singularité qui peuvent être intéressants à l'hôpital. La dynamique recherche en études, les carrières hospitalo-universitaires en sont une autre. Voilà. Il n'y a pas que ça, tout le monde ne finira pas professeur, chef de service dans cette discipline. Donc derrière, il y a beaucoup à faire, je pense, les établissements s'y mettent, sur l'accueil. On parlait tout à l'heure des packs d'installation dans les cliniques. Il y a aussi, je pense, des démarches d'accueil, d'installation qui sont encore à développer pour les praticiens lorsqu'ils arrivent à l'exercice public. Voilà, pour se connaître, parce que la relation gestionnaire personnel médical, elle est encore à parfaire, elle est sûrement encore à améliorer. Fidéliser les praticiens, comme je vous l'ai dit, on étant les structures, on a effectivement peut-être moins de réactivité que d'autres. Voilà. Mais je dirais, il y a utilité de travailler sur d'avoir un réel échange, un échange sincère et un échange respectueux. Je pense aussi que c'est parfois le sentiment de ne pas être entendu, de ne pas pouvoir discuter, qui peut donner le sentiment que l'exercice en établissement public, je dirais, a moins d'intérêt. 2 éléments. Une ouverture par ailleurs. Dans les prochaines semaines, a priori, la ministre de la Santé va présenter des plans d'action pour,
je dirais, renforcer l'attractivité médicale dans les structures publiques. Alors on ne sait pas bien ce que ça va donner, on a quelques pistes, on a un peu le vertige potentiellement de l'impact financier, parce que tout ça se fera, je dirais, dans un budget régressif stable, voire dégressif. Pour autant, s'il y a un élément sur lequel, je dirais, on peut espérer légitimement des évolutions, c'est sur l'entrée dans la carrière. Parce qu'aujourd'hui, au moment de l'entrée dans la carrière, la bascule, elle est énorme dans un exercice dans un secteur public que dans un secteur privé. J'évoquais tout à l'heure, au moment de la problématique des pôles, une enquête récemment faite aux Hospices civils de Lyon. On l'a fait à travers un baromètre pour lequel on a eu beaucoup de réponses du corps médical, une réflexion qui était: avez-vous le sentiment d'une juste rémunération? Je ne vais pas vous étonner en vous disant que les jeunes professionnels, notamment médicaux, ont dit non. Par contre, les plus anciens, alors ils n'ont pas tous dit que tout allait bien, mais en tout cas, la part de ceux qui considéraient que leur niveau de rémunération était satisfaisante, elle était, je dirais, très honorable. Voilà. Après, on pourrait discuter, est-ce qu'elle est honorable par rapport à l'investissement? N'empêche que, dans la perception, elle était jugée plutôt positive. Mais, quand je vous ai présenté la problématique de la grille de carrière, on a aujourd'hui des logiques clairement aberrantes. Quelqu'un qui fait un clinicat de 2 ans, qui devient transitoirement praticien hospitalier contractuel, il peut être rémunéré au praticien hospitalier contractuel échelon 4 plus 10%. Si dans l'année, il est titularisé, il sera titularisé à l'échelon 3. Voilà. Alors, expliquer que tout ça est réglementaire, mais que tout ça n'a rien contre la personne et que pour autant, on reconnaît l'investissement, bien sûr, c'est incompréhensible pour les jeunes professionnels qui s'installent de considérer qu'au moment de la titularisation, on va régresser en termes de rémunération. Donc ça, c'est des éléments sans doute, et j'espère qu'on va pouvoir faire évoluer, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les hôpitaux sont obligés de tricher par rapport à la réglementation. Ils font parfois des indemnités différentielles qui ne sont pas réglementaires, et au bout d'un moment, parfois, ça ne se fait pas. Donc ça, j'espère, à court terme, qu'on va pouvoir avoir des ouvertures un peu plus probantes sur les conditions d'installation dans le structure publique des jeunes professionnels. Ce que je voudrais enfin redire, c'est que ces éléments sur l'attractivité médicale sont clairement aujourd'hui les éléments intégrés dans, je dirais, les problématiques des chefs d'établissement, que c'est un enjeu d'établissement. Je vous ai dit qu'il y avait un canevas réglementaire au niveau national, n'empêche que c'est en local qu'on donnera l'idée de rejoindre une communauté médicale et d'y rester. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Daniel. Tu veux dire quelque chose? Tu veux dire quelque chose? Rebonjour. Alors moi j'avais quelque chose, des réflexions qu'on peut faire à partir des 2 présentations qui viennent d'être faites en décrivant le secteur public et secteur privé. Est-ce que vraiment il faut séparer les deux, ou est-ce que maintenant les jeunes chirurgiens voudraient peut-être plutôt une activité mixte et travailler également à avoir les bénéfices du secteur privé et les bénéfices du secteur public? Donc ça, c'est la première réflexion. Est-ce qu'on va évoluer dans ce monde-là ou pas? Et également, est-ce que les CHU vont garder le côté vraiment universitaire, ou est-ce que maintenant les plus jeunes chirurgiens vont être également formés en privé? Est-ce que ça va se développer? Est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne solution pour justement que les jeunes chirurgiens, avant d'arriver, d'être chirurgiens dans le privé, d'être face aux difficultés de privé, est-ce que ce serait pas bien qu'ils aient l'éducation privée? Voilà. Et après, si d'autres des réflexions. La problématique de la formation publique versus privée des internes et peut-être demain des assistants, elle est effectivement clairement posée d'ores et déjà. Il y a déjà des terrains de stage dans les structures privées. C'est, je pense, très hétérogène au niveau national, parfois même très hétérogène dans une même région, parce que certains coordonnateurs ils sont plutôt ouverts, d'autres freinent des 4 fers. On voit par ailleurs, je dirais, on est au début de l'évolution, de la prise en compte sur le sujet des récents textes sur les 107%, notamment au niveau de l'internat. Donc je pense qu'on va voir les lignes bouger. Clairement, je suis public, mais je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de formation dans le secteur privé. Donc sans doute effectivement il faut trouver un équilibre, et le CHU, d'abord, n'est déjà pas
compétents pour la formation. Les CH, en l'occurrence, jouent leur rôle, les centres anticancéreux également. Je pense que le secteur privé jouera évidemment un rôle et va continuer à avoir un rôle aujourd'hui. Après, il faut qu'on trouve un bon équilibre tous ensemble pour que ça ne soit pas la foire, d'une certaine manière, je dirais, une compétition trop désordonnée où on finisse très tôt parce qu'on est passé dans le privé à avoir un marquage privé qui devient péjoratif par rapport à d'autres évolutions. Je pense que ça peut être utile d'avoir des passages chez les uns et les autres. Il faut garder, je pense, une réalité de souplesse. Vous m'avez posé une autre compte sur l'exercice mixte. C'est effectivement le cas, c'est possible, c'est le statut du PH temps partiel. Bon, c'est pas toujours probant. Voilà. Je vais donner cet exemple parce que, à un moment donné, selon la tonalité de l'exercice, vous ferez des choix, soit de travailler matin, après-midi, durée de journée chez l'un, journée plutôt chez les uns, plutôt chez les autres, et de choix d'activité. Selon les disciplines, objectivement, les intérêts ne sont pas nécessairement compatibles, et pour l'avoir vécu, somme toute, dans les fonctions que j'occupe, il y a des disciplines, il y a des praticiens avec lesquels, je dirais, il y a un clair sentiment que les relations sont équilibrées. Pour les raisons qu'on a pu citer tout à l'heure, un bloc qui termine à 15h ou un bloc qui, je dirais, si je prends l'exemple que citait le président tout à l'heure, l'intervention elle est finie à midi, je pars du public, je vais dans le privé, on va perdre un potentiel d'activité. Donc il n'y a pas ça ne va pas de soi pour une activité chirurgicale, pour les établissements, de considérer que la mixité respecte les intérêts des deux structures. Mais clairement, dans un certain nombre de cas, je dirais à qualité comparable, il vaut mieux, je vais le dire clairement, avoir une équipe potentiellement équilibrée et s'adjoindre des compétences de quelqu'un qui travaille à côté en clinique, plutôt que de ne pas avoir ces compétences ou de regresser en termes de compétences en prenant, je dirais, quelqu'un qui veut faire du monopublic mais qui est moins bon. La souplesse doit aussi présider en la matière. Merci. Un mot simplement peut-être pour prolonger, si vous êtes en PH temps partiel, vous ne pouvez pas faire d'activité libérale. Voilà. Ça aussi sont des éléments parfois de rigidité. Seul le PH temps plein peut faire de l'activité libérale. Donc on aura des distributions de statut, des niveaux de rémunération qui sont objectivement très différentes selon les deux catégories de structures. Oui, je voudrais ajouter un petit mot pour vous féliciter et vous remercier de la présentation très honnête que vous avez faite des professions chirurgicales dans l'hôpital public. Et je pense que c'est intéressant de voir les jeunes qui évoquent la possibilité d'avoir une activité mixte. Quand je pense que toute ma carrière a été de constater que dans l'hôpital public, on a essayé justement de supprimer ce caractère mixte avec des gens qui travaillaient en clinique et qui dirigeaient les hôpitaux publics de manière relativement satisfaisante. Je veux parler surtout dans les hôpitaux généraux. Ce qui a abouti, en supprimant cette possibilité d'avoir une activité mixte, ce qui a abouti, c'est mon analyse, à casser la dynamique de ces centres hospitaliers généraux, qui fait que maintenant, l'activité chirurgicale, au niveau des plateaux techniques lourds, comme ceux dont on a besoin, est descendue à un niveau tel qu'on envisage la suppression d'hôpitaux généraux, même dans des villes de préfecture, en tout cas dans ma région. Mais bon, là, vous n'y êtes pour rien, c'est simplement un constat. Je pense qu'il y a quand même aussi un élément à considérer par rapport aux hôpitaux publics. C'est que même si, ça a été évoqué, c'est moins vrai maintenant, qu'il y a peut-être une lenteur dans l'investissement pour l'innovation, il y a quand même des plateaux techniques lourds, innovants dans les hôpitaux publics. Et à ce sujet, je vous invite à regarder les séances hebdomadaires de l'Académie nationale de chirurgie. On a eu la démonstration par les urologues cette semaine que dans les hôpitaux publics, il y a une technologie et des gens qui acceptent de rester comme praticiens hospitaliers pour développer des techniques innovantes tout à fait remarquables qui vont dans le sens d'une amélioration de la qualité de la prise en charge des patients et des pathologies. Donc tout n'est pas négatif, et c'est pour ça qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui souhaitent rester à l'hôpital public. Et parmi les jeunes, il y a quand même une majorité de gens, alors peut-être parce qu'ils se sentent un peu plus protégés, qui souhaitent rester dans les hôpitaux publics à l'heure actuelle. En tout cas, c'est mon impression. Voilà ce que je voulais rajouter à votre excellente exposé.
Un petit mot sur l'installation équilibrée, parce que c'est justement sur ce que je suis en train de faire moi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que être vacataire et avoir des vacations, c'est équilibré public-privé dans les termes, mais en pratique, tu arrêtes très vite, parce que tu as une comparaison extrêmement défavorable du système public, puisque pour une vacation, c'est-à-dire une demi-journée par semaine, donc 2 jours par mois, tu vas gagner 200 €, alors qu'en 2 jours par mois dans le privé, tu vas gagner 10 fois plus. Donc ça marchera pas. Ça ne peut marcher qu'avec ces postes de PH mi-temps, qui sont mieux rémunérés, probablement aussi plus agréables sur le statut en lui-même. Mais il y a très peu de postes PH mi-temps qui sont proposés dans les hôpitaux en chirurgie, à cause de ce dont vous avez parlé, c'est qu'on pense que c'est pas forcément un bon plan pour les services. Je me demande si la solution, elle ne va pas venir de changement de l'organisation de l'hospitalisation publique en France. L'Académie de chirurgie, il y a 2 ans, a sorti un rapport qu'il a envoyé au ministère. Et on voit d'ailleurs avec l'OAGHT, enfin, disons, les groupements hospitaliers territoriaux, on peut se demander si l'organisation, j'en parlais cet après-midi, mais si l'organisation d'avoir des équipes chirurgicales qui deviennent plus grosses parce qu'on agglomère des gens de plusieurs hôpitaux et qui deviennent multisites, va pas pouvoir favoriser, par exemple, ces postes de PH temps partiel qui iront travailler dans certaines structures centrales ou périphériques de façon précise pour des actions précises et des objectifs précis. Actuellement, dans le système qu'on a actuellement, ça peut pas marcher, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. En chirurgie, enfin tout au moins à Paris, mais c'était vrai partout, en chirurgie, la plupart des activités vacataires servaient à pomper la clientèle publique pour l'emmener dans les libérales. Mais si, c'est ça la vraie vie. Si on veut avancer dans la vie, il faut dire les vraies choses. Donc c'est comme ça que ça marchait, et c'est pour ça que les hospitaliers publics n'ont pas voulu que ça se pérennise, etc. Par contre, si on fait quelque chose d'équilibré entre plusieurs structures, avec une équipe qui est une vraie équipe, et pas un chirurgien qu'on met à Thionville alors que l'autre est dans la capitale, ça marchera beaucoup mieux. Donc on en parlera tout à l'heure. Mais je pense qu'il faut que vous, moi je suis trop vieux, bien que je le fasse, il faut que vous raisonniez dans le fonctionnement de la chirurgie telle qu'il faudrait qu'elle soit dans les années qui vont venir, et pas avec les schémas qu'on a actuellement, qui sont encore des schémas complètement du passé. On a une organisation, moi quand j'ai commencé à être interne en 1970, l'organisation était strictement identique. Bon, il faut quand même bouger. Simplement peut-être pour prolonger, objectivement aujourd'hui, les jeunes professionnels que vous êtes aussi attentifs à rejoindre des équipes. Voilà. Le mythe du chirurgien seul chef de service capable de tout faire n'existe pas, qui sera capable de gérer les 365 000 astreintes ou autre chose. Donc ça aussi, c'est une problématique des centres hospitaliers d'atteindre par discipline une certaine masse critique. Et aujourd'hui, ça peut être un élément de pesanteur lorsqu'il y en a 2 dans l'hôpital A et 2 dans l'hôpital B, que ça serait mieux qu'il soit 4. Eh bien, on va remonter à la case du conseil de surveillance que j'évoquais tout à l'heure, avec le maire de l'hôpital A qui va dire bien sûr mais chez moi, et le maire de l'hôpital B qui va dire mais bien, tout aussi d'accord mais plutôt chez moi. Ça peut être des éléments où demain les groupes hospitaliers de territoire permettront peut-être d'avancer, sous la réserve, telle que je vous l'ai cité tout à l'heure, que malheureusement, quand je le dis malheureusement, c'est pas que en sens de gestionnaire, c'est même plus largement en termes d'organisation des soins, qu'avec le statut du PH aujourd'hui, celui qui est dans l'hôpital A, s'il veut rester dans l'hôpital A, il va rester dans l'hôpital A. Et ça, c'est peu dynamisant. Mais les choses vont évoluer. Il n'y a pas une agence régionale de santé aujourd'hui qui n'a pas de réflexion sur la territorialisation des activités. Donc cela va diffuser. Il va sans doute y avoir un petit coup d'arrêt parce que le rapprochement des régions à travers le redécoupage de la carte territoriale fait que les ARS sont mobilisés, je dirais, sur leur organisation interne beaucoup plus malheureusement que sur ce qui est leur périmètre, l'action d'organisation des soins. Mais à l'évidence, ces choses-là vont bientôt s'accélérer. Merci beaucoup, Monsieur Daniel, c'était très intéressant.